Ouvrons la porte des coulisses sur un artiste qui a su tracer son chemin entre le Bénin et la Bretagne, qui a installé un univers artistique profondément sensible et inventé une langue imaginaire. Je vous invite à rencontrer Julien Jacob. Tu aimes la culture, les artistes, les coulisses de création? Tu es au bon endroit. Je suis Isabelle, médiatrice culturelle et podcasteuse. Je t'emmène rencontrer des artistes dont on entend peu les voix ailleurs, avec des parcours de vie singuliers. Bienvenue dans l'entrée des coulisses. Bien, je suis Julien Jacob. Je suis un artiste qui trace son chemin en dehors des sentiers battus, comme on dit. Mais le but, c'est d'aller à la rencontre de plus de gens possible et de partager mon travail avec le plus de gens possible. Voilà. Il y a longtemps. Ah ouais, ma mémoire me fait défaut, là. Mais en fait, on s'est rencontrés, je crois que ça devait être en 2000. Donc vous voyez, ça fait un petit moment. Ouais. Ça devait être pour la sortie de votre premier album qui s'appelait Chanty. Mm-hmm. Et vous aviez été invité au Festival des Jeunes Primeurs à Massy. Massy. Oui, je me souviens de ça. Voilà. Je me souviens de ce festival, oui. Voilà. Et moi, j'étais stagiaire là-bas à ce moment-là. Ah bon? Oui. Et en fait, mon rôle, c'était d'accueillir les artistes, de les installer dans leur loge et de voir si tout se passait bien et d'aller les chercher au moment où c'était leur moment de rentrer sur scène. Donc, c'est comme ça que je vous ai rencontrés. Ah bon? Et ça s'est bien passé? Mais parfaitement. D'ailleurs, j'ai un super souvenir d'un déjeuner avec vous, parce que le catering, à un moment, il faut bien déjeuner. Et on s'est retrouvés à déjeuner ensemble et on a papoté un petit peu. C'était très, très sympa. Ah oui. C'est dommage que ma mémoire me fasse défaut, là. Ah, c'est dommage. Bon. Mais c'était il y a 20 ans. Voilà. Oui. Vous êtes toutes excusées. J'ai des excuses. Je suis pardonné. Absolument. Donc, du coup, ça me fait d'autant plus plaisir que vous ayez accepté, parce que voilà, je me suis dit, bon, je tente. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils me disent non, c'est tout. C'est pas grave. Voilà. Mais ce qui m'a fait dire oui, ce qui m'a fait accepter votre proposition, je sentais un sérieux quelque part derrière, d'une part. Et d'autre part, le fait que vous m'aviez précisé que vous étiez fan de la première heure, c'est ce que vous avez dit. Et je me suis dit, ça c'est important. Il faut le faire. C'est, voilà, fan de la première heure et qui pense à moi aujourd'hui, qui ne m'a pas oublié. Donc, je trouve j'ai trouvé ça magique. Et voilà. Il fallait que je m'entretienne avec vous au bout de 20 ans. Il fallait que je m'entretienne à nouveau avec vous. Voilà. Julien, je sais que vous êtes installé en Bretagne depuis plusieurs années. Vous avez aussi des racines du Bénin. Bretagne, Bénin, donc vous avez deux cultures. Est-ce que ces lieux vous inspirent musicalement? Est-ce que vous puisez dans ces deux cultures très différentes pour nourrir votre musique? Oui, et je le fais de manière, je dirais presque inconsciente. Je vis depuis presque une bonne trentaine d'années au Bénin et je me suis rendu compte très rapidement, une bonne trentaine d'années, excusez-moi. Oui, en Bretagne. Oui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses similaires dans la culture bretonne et la culture africaine, puisque je suis né au Bénin, à Porto Novo. La culture musicale est très importante en Bretagne, comme en Afrique. Et quand je me suis rendu compte que les jeunes perpétuaient les traditions bretonnes par la danse, par la musique, ça m'a frappé.
J'ai remarqué aussi des similitudes dans la façon d'interpréter certaines phrases musicales bretonnes qui font partie du patrimoine breton. Oui. Je me suis rendu compte que qu'il y avait des grandes similitudes, quoi. Et je ne fais pas purement de musique africaine. Je ne fais pas purement de musique traditionnelle bretonne. Mais je suis nourri par ces deux cultures qui m'habitent aujourd'hui. Vous parlez de similitudes. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? Parce que moi, je connais bien la Bretagne aussi, pour y être allée pratiquement tous les ans pendant 18 ans. Dans les chants traditionnels bretons, comme les plus connus, les sœurs Goadec, par exemple, il y a un côté très lancinant, très hypnotique au bout d'un moment. Et moi, dans certains de vos morceaux, c'est ce que je retrouve aussi, un peu. Ce côté un peu lancinant, un peu hypnotique, qui au bout d'un moment devient un bercement. Est-ce que c'est ça que vous avez trouvé aussi commun ou d'autres choses? Oui, c'est une des choses que j'ai trouvé aussi, ce côté lancinant qui finit par être une genre de transe douce, quoi. Ça me rappelle parce que l'Afrique est énorme. Moi, je suis né au Bénin, les pays d'Afrique sont nombreux, et ce côté lancinant me rappelle le côté malien, le côté touareg, le côté répétitif, qui met dans une sorte de transe, parce que la transe n'est pas forcément quelque chose de très agité, c'est aussi quelque chose de doux qui vient cette façon lancinante de revenir sur ses pas toujours. Voilà, donc j'ai trouvé ça aussi, cette similitude, elle existe aussi, mais aussi dans des chants, les chants traditionnels bretons, a cappella, on trouve ça aussi dans plusieurs pays d'Afrique, et ça m'a frappé aussi. Voilà. Vous avez toujours été chanteur, musicien, multi-instrumentiste, ou en fait, qu'est-ce que vous faisiez avant, Julien Jacob? Avant tout petit. Avant d'être un musicien professionnel. Voilà, moi, depuis l'âge de, je veux dire, 6 ans, 7 ans, j'ai remarqué que j'étais investi par la musique. Depuis cet âge-là, vers 8 ans, par exemple, je savais qu'un jour je ferais de la musique. C'était entré dans mes veines. Je savais que c'était l'unique direction que je devais prendre. Pour y arriver. Vous aviez un terreau musical familial pour ressentir ça? Non. Même pas. Le seul truc, c'est que mon père avait une discothèque très fournie, il adorait la musique. Et sur son, comme je dis toujours, sur son vieil électrophone, il écoutait des tas de choses, il écoutait du jazz, de la musique afro-cubaine, la musique française aussi, il adorait des tas de chanteurs français, comme Brassens, comme Brel, et il écoutait tout ça. Moi, je n'avais pas le droit de toucher à son électrophone. Il a posé un disque sur sa platine. Mais il était toujours en train d'écouter de la musique, et ça m'a certainement nourri aussi. Mais il n'était pas un musicien. Et moi, je savais que je l'étais quelque part au fond. Et ma seule difficulté, ça a été de parvenir à être ce que je voulais être, artiste. Mais entre-temps, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, pour avoir une assiette pour mettre une assiette sur ma table. J'ai fait des tas de petits boulots, mais c'est la musique qui a toujours primé, et puis voilà. Et du coup, comment vous avez débuté la musique? Vous avez acheté un instrument? Vous avez décidé d'apprendre à jouer? Ou comment ça s'est passé du coup?
En fait, j'étais tellement amoureux de la musique que dans ma famille, ça se voyait. Ça se voyait. À l'école, ça se voyait. Oui. J'étais au fond de la classe, j'étais au fond de la classe et puis j'étais toujours en train de battre des rythmes, de chanter, tout ça. Un jour est arrivé un élève de la même classe que moi, donc un copain, qui avait un groupe de rock et qui m'a dit, parce qu'il me voyait toujours en train de battre la mesure au fond de la classe et de chanter, il m'a dit, le chanteur de mon groupe est parti. Je vois que tu t'intéresses à la musique et que tu chantes tout le temps. Est-ce que tu veux faire un essai et le remplacer? J'ai dit OK. Oui. J'avais 17 ans et c'est de là que j'ai posé mes pieds pour la première fois sur scène à 18 ans. Et ça a démarré comme ça. Comme ça, ouais. Okay. Voilà. Je n'ai pas appris la musique, je l'ai ressentie. En fait, j'ai appris tout seul la musique. Et un jour, ce guitariste-là, c'était le guitariste du groupe et le fondateur du groupe. Il est venu chez moi et puis il m'a offert une guitare classique, corde nylon. Et ça a été le départ pour moi. J'ai appris à jouer tout seul. Je savais que je savais jouer de la guitare, je ne sais pas comment, mais c'était comme ça. C'était là, quoi. Voilà, il m'a donné cet instrument qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Quel magnifique cadeau! Oui. Il m'a donné le cadeau de ma vie, quoi. Ouais, oui. Et voilà. Et puis un jour, j'étais chez des amis, j'étais tout petit, j'ai vu un piano dans une grange et je me suis dit, un jour, je jouerai de cet instrument. Et donc, petit à petit, je me suis intéressé au piano, à la guitare, à la basse, à la batterie. Et j'ai appris sans apprendre. Tout ça, ça s'est développé en moi, en fait. L'apprentissage de tous ces instruments. Magnifique. Pour rebondir un petit peu là-dessus, donc le dernier album s'appelle Talam. Talam City, donc qui est une ville imaginaire. Talam City n'existe nulle part sur Terre, ou peut-être en vous. Ça m'amène à vous poser une question qu'on a certainement déjà dû vous poser très souvent, mais parce que c'est très particulier dans votre travail. C'est que vous chantez dans une langue imaginaire. Oui, c'est ça. Je chante dans une langue qui n'existe pas, enfin, elle existe maintenant puisque je la chante depuis plus de 20 ans. Oui, voilà, je dis que chacun a sa propre langue imaginaire qui ne soupçonne pas, quoi. C'est inconscient. C'est un peu comme le langage des bébés. Oui. Le bébé use d'une langue qui, pour lui, n'est pas imaginaire. Il s'exprime et essaie de faire comprendre à ses parents ses désirs, ses contrariétés. On dit qu'il babille. Voilà. Ouais. Le babillement des bébés, c'est un peu ma langue imaginaire à moi. Et du coup, comment ça vous est venu? Pourquoi vous êtes mis à chanter dans une langue imaginaire? Oui, alors au départ, je travaillais avec ce groupe je chantais dans ce groupe de rock. C'est un groupe de rock. J'y suis resté 3 ans, on a fait des tas de concerts. Et ensuite, j'ai arrêté le groupe et je me suis consacré à ma propre musique. Et là, j'écrivais mes textes en français. Voilà. Et parce que j'aime l'écriture aussi, j'écris des livres aussi. Donc, j'écrivais mes textes en français. Et puis, je faisais des maquettes, j'allais voir les maisons de disques qui me claquaient la porte au nez. Et voilà. Et puis un jour, j'étais à Paris, j'ai pris ma guitare et puis j'étais inspiré, j'ai sorti une musique et cette langue est venue à ce moment-là, en même temps que la musique. Et j'ai compris qu'il fallait que je m'exprime dorénavant de cette façon-là. Exprimer mes sentiments, mes émotions, tout ce qui me traversait à travers cette langue imaginaire. Et bizarrement, c'est à partir du moment où j'ai accepté de chanter dans cette langue-là
dans ma langue imaginaire que là, les portes se sont ouvertes, les portes des maisons de disques. C'est là qu'ils ont accepté. Voilà, c'est bizarre. Bien. Mais Langue imaginaire magique. Est-ce que, du coup, on se pose la question, parce que des artistes qui ont développé des langues imaginaires, il y en a d'autres. Je pense par exemple au groupe Ange, qui avait développé le cobayen, je crois. Non, c'est pas Ange, c'est le groupe Magma. Magma, voilà, c'est ça. C'est plutôt Magma, avec pardon. Christian Vander. Voilà, c'est ça. Il y a le grand Tolkien qui avait développé des langues, etc. Mais eux, en tout cas, c'était des langues codées. En fait, il y avait une grammaire, un vocabulaire. Est-ce que c'est le cas de votre langue imaginaire ? Non, elle n'est pas du tout codée. Ma langue n'est pas codée. Elle n'est pas. Elle est spontanée. Elle est spontanée. Je dis que elle est basée sur les émotions. Mon but, c'est de toucher le cœur de l'autre, le cœur de celui qui écoute. Et pour toucher le cœur, souvent, on n'a pas besoin de mots codés. Il y a 10 000 façons de dire je t'aime en le pensant ou en ne le pensant pas. Quoi. Là, avec ma langue qui n'est pas codée, ce sont les vibrations des mots qui véhiculent la pensée. Et là, on ne peut pas tricher. On ne peut pas dire je t'aime de 10 000 façons. C'est quelque chose qui se ressent. Et donc, c'est un travail pour moi sur les émotions qui m'habitent et j'essaie de transmettre ces émotions par le véhicule de mes mots pour toucher le cœur de l'autre. Et comme je dis toujours, chacun selon son histoire, son vécu, sa sensibilité fait sa propre traduction. Est-ce que du coup, vous auriez, si l'occasion se présentait, envie de revenir au français ? Pas à travers ma musique. Oui. Je n'ai jamais quitté le français parce que, comme je viens de vous le dire, là, j'écris des livres aussi. Oui. Et j'utilise évidemment la langue française parce que j'adore cette langue-là. J'adore toutes les langues en fait. Et j'adore le français qui est une langue magique avec un seul mot. Un seul mot peut contenir tellement de choses différentes, peut traduire tellement de choses différentes. Le français est formidable. Donc je ne l'ai jamais quitté parce que j'écris toujours dans mes livres. Oui. Mes petites pensées, je dirais, spirituelles, ma quête spirituelle. Voilà, j'écris, mais je ne reviendrai pas au français dans le travail de ma musique parce que je me sens bien comme ça. Oui. Je me sens bien comme ça. S'il faut chanter en français, je le ferai pour rendre hommage. Par exemple, en ce moment, je travaille en concert avec les musiciens de mon ami Rachita qui a disparu. Oui. Et on fait des concerts hommages. Et là, je chante ces morceaux en français. Je les chante sur scène en français pour lui rendre hommage. Oui. Mais dans le chemin que j'ai choisi de vivre, je chanterai toujours dans ma langue parce que je pense que elle m'est arrivée pour que je l'utilise jusqu'au bout. Nous, on est donc une compagnie de théâtre. On fait du théâtre. On monte sur scène. Et avant de monter sur scène, on découvre, on expérimente le trac. Est-ce que vous aussi, vous avez le trac avant de monter sur scène? Et du coup, est-ce que vous avez, je sais pas comment dire, des habitudes, des petits rituels pour calmer, dompter ce trac? Oui. Je risque de vous décevoir. Non, pas du tout. C'est votre réponse. Je n'ai absolument pas le trac avant de monter sur scène. Je n'ai pas de trac du tout. Au contraire, j'ai envie d'y aller, quoi. Je suis impatient
de monter sur scène. Et je n'ai pas le trac parce que tout simplement, il y a une raison à cela. Oui. C'est que ce fameux groupe dans lequel je chantais, avec qui j'ai débuté, lors de notre premier concert, j'ai eu un trac fou. C'était un bal du lycée. Oui. Nous, on était un groupe de rock. Il y avait 1000 personnes, 1000 jeunes, 1000 lycéens. Le bal du lycée à l'époque. Et je monte sur scène et j'ai un trac fou. C'était mon premier concert. Je suis resté bloqué devant mon micro. Je n'arrivais pas à bouger d'un centimètre. J'avais, un trac fou, j'avais peur. Et ça a duré tout le concert. À la fin du concert, je me suis dit, plus jamais ça. C'est terminé. Et à partir du moment où j'ai dit ça, je me suis dit ça, plus jamais ça, ça n'est plus jamais revenu. Et pour que ça ne revienne plus, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Monter sur scène, c'est important, oui. Vivre, c'est encore plus important que monter sur scène. Vivre et aimer ses amis et être aimé, c'est plus important que de monter sur scène. Le simple fait que quelqu'un soit vivant sur cette planète et vivre parfois dans des conditions pénibles, c'est beaucoup plus important. Donc le trac a disparu à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça. Donc non, le seul truc qui m'anime, c'est que avant de monter sur scène, il faut que je sois dans un silence tranquille. Oui. J'ai pas envie qu'on me parle, j'ai pas envie de parler. Je suis dans ma bulle. Et puis je monte sur scène, sans trac. Moi, quand je disais tout à l'heure, je suis désolé de ne pas avoir le trac, c'est parce que j'ai souvent entendu des artistes dire, non, c'est normal d'avoir le trac. Et finalement, si on n'a pas le trac, c'est comme si on n'était pas... presque quelque chose d'anormal, oui. D'anormal, comme si on n'était pas sérieux dans son art, dans sa pratique de l'art. Comme si le trac faisait les grands artistes. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à ça. Et puis, tant pis si je ne suis pas un grand artiste, mais j'ai pas le trac avant de monter sur scène. Voilà. Ah non, je vous rassure, ça n'a rien à voir. Vous êtes certainement un grand artiste. Si vous deviez décrire votre musique, je sais que ce n'est jamais facile, mais comment la décririez-vous, la musique que vous faites? Alors là, décrire ma musique, c'est presque impossible de la traduire par des mots. Tout ce que je pourrais trouver à dire pour la décrire, ce serait... D'autant plus que ma musique n'est pas classable dans un style particulier de musique. Elle n'appartient à aucun style précis et codé. Elle n'est pas codée. Ma musique n'est pas codée. Ma langue n'est pas codée. Rien n'est codé chez moi. Je pense que pour la décrire, il faut l'écouter. Déjà, il faut l'écouter. Et puis, essayer de traduire, de percevoir ce que je suis, en fait. Ce que je donne, ce que j'échange, ce que je veux partager. En fait, je suis un homme de l'esprit, un artiste de l'esprit. C'est l'esprit qui m'intéresse. C'est l'esprit, c'est la vie. S'il fallait que je décrive ma musique, je dirais que c'est la musique de l'esprit, de la vie, de l'échange. D'ailleurs, justement, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, par quelle chanson aimeriez-vous qu'ils vous découvrent? Je dirais qu'importe. Je dirais qu'importe. N'importe quelle chanson me conviendrait pour celui qui me découvrirait, quoi. Je ne renie rien de ce que j'ai fait.
Non. et jusqu'à présent, et je pense que ce sera toujours comme ça. Donc, n'importe quelle chanson, quand on rencontre quelqu'un, c'est par un chemin bien précis qui lui appartient. Voilà, alors si quelqu'un qui ne me connaissait pas rencontre telle chanson plutôt qu'une autre pour venir à ma rencontre et pour qu'on puisse échanger, c'est que ça fait partie de son chemin et du chemin de chacun. Et voilà pourquoi je ne peux pas choisir un morceau que je préférerais pour que quelqu'un vienne me découvrir, parce qu'à chacun son chemin. Prenez ce que vous voulez. Là, je viens de passer un moment agréable, très agréable. Merci. Et je vous en remercie aussi pour ça. Merci beaucoup à vous, ça m'a fait super plaisir de pouvoir échanger. Et puis quand vous m'enverrez le podcast, vous aurez quand même le droit de me tutoyer. Mais, voilà. Mais du coup, je l'ai pas osé. Parce que... Quand même. Au bout de plus de 20 ans. Au bout de 20 ans qu'on se connaît finalement. Oui, voilà. Donc, quand même. Voilà. Eh bien, écoute, Julien, je te propose qu'on se dise en se tutoyant. Voilà, super. Et je te dis donc très certainement à bientôt. Et merci beaucoup pour ce joli moment. Merci. Merci Isabelle, à bientôt. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Ese querelno, ese querel su, emne le groupe. Cool, cool, cool. Dite claque Marie, ese querel nous, emne le sou. Cool, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, 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 yep, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, 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 yep, cool, cool. Mais c'est le rannelet, cool, 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 yep, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, cool, cool. Et c'est querelle, non, c'est querelle sous, mais l'exo, cool, cool, cool. Ese querel now, ite claque Marie, elle ne laisse sortir l'incanta. Ite claque Marie, nene, ese querel nous, elle ne laisse sortir. Cool, cool. Ne les rexa, ite claque Marie, elle ne laisse sortir. Mais serrer le rannelet, cool, 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 yeah, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, 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 yeah, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, 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 yeah, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, 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 yeah, cool, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, cool, cool. C'est le rannelet, cool, 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 yeah, cool, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, 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 cool. Mais serrer le rannelet, cool, 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 yeah, cool, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, cool, cool. Mais serrer le rannelet, yeah, cool, cool, cool. Mais serrer le rannelet, cool, cool. Julien Jacob, une rencontre qu'on attendait depuis 20 ans et qui valait vraiment la peine d'attendre. Ce que je retiens de lui, c'est cette façon de faire confiance, une langue qui arrive un soir sans prévenir, une guitare offerte par un ami, deux cultures qui se rejoignent sans qu'on s'y attende. Créer pour Julien, c'est laisser de la place à ceux qui cherchent à exister. Si tu ne le connais pas encore, je t'invite à aller l'écouter et à laisser sa musique te trouver, comme il dit si bien, par le chemin qui t'appartient.
Pour en savoir plus sur Julien Jacob, tous les liens sont dans la description. Et si cet épisode t'a touché, partage-le autour de toi. C'est comme ça que des artistes comme lui trouvent de nouvelles oreilles. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On referme les coulisses.